You know nothing, Jon Snow. You have to go back, bitch. Got a theory, could be funny. Sit down. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec mon anti-héroïne préférée, Marie Telling. Je sais pas comment je dois le prendre, mais merci. Salut Anaïs. Salut Marie. Plus elles sont mauvaises, plus elles nous font du bien. Aujourd'hui, on parle des femmes compliquées et antipathiques de la télévision. Les méchantes, les mauvaises mères, les dépressives, les agressives, les nymphomanes. Ces personnages féminins qu'on adore détester, en grande partie parce qu'elles refusent d'obéir aux règles de la féminité traditionnelle. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi le pic de ta semaine ? Alors, le pic de ma semaine, c'est qu'en ce moment, on est en train de préparer toutes les posts de fin d'année, parce que c'est la fin, en fait, non seulement de l'année, de la décennie, mais en plus des 20 premières années du 21e siècle. What ? Ouais. Donc, on est en train de faire plein de posts sur les meilleurs moments, les meilleurs épisodes, les meilleures séries. Et là, surtout, il y en a un, c'est les moments les plus romantiques des 10 dernières années. Et je dois dire que j'ai regardé la vidéo où Jess et Nick s'embrassent dans New Girl à peu près 25 fois dans les 2 derniers jours et ça a été un gros kiff. C'est génial. Voilà. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic de la semaine ? Moi, le pic de ma semaine, c'est que le 14 décembre, donc très prochainement, il va y avoir un marathon Buffy contre les vampires à la Cinémathèque française. On y sera. Et on y sera et j'ai tellement hâte. En gros, ils vont diffuser les 10 épisodes qui auront été élus par les gens qui vont aller à l'événement. Donc, c'est vraiment nous qui avons pu voter pour dire quels étaient nos 10 épisodes préférés. Et on va avoir 10 épisodes d'affilée sur grand écran avec une foule. Et en fait, Buffy, c'est une série qu'on a quand même découvert dans la trilogie du samedi, toute seule sur nos canapés, qu'on a ensuite regardé sur ton canapé pendant longtemps, ouais. Marie, quand on était étudiante. Et du coup, j'ai très hâte de pouvoir le voir avec une foule parce que c'est une série qui est drôle, qui a vachement d'émotions, où il y a des chansons. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça avec plein de monde, quoi. Mais cette semaine, on parle d'un sujet qui est peut-être un peu plus compliqué, un peu plus complexe, c'est celui des anti-héroïnes à la télévision, et notamment des femmes qu'on a du mal à aimer, en fait. La télé, c'est une plateforme privilégiée pour des personnages féminins très complexes, déjà parce qu'on a plusieurs saisons pour les développer et pour entrer dans leur psychologie, mais aussi parce que la télé, historiquement, a toujours été un média beaucoup plus féminin que le ciné, l'autre grand média audiovisuel. D'abord parce que c'était un média beaucoup moins prestigieux, donc on avait beaucoup moins de mal à laisser leur place aux femmes dans cette arène, quoi. C'est un peu le prix de consolation, vous pouvez pas faire du ciné, mais vous pouvez faire de la télé, quoi. Exactement. Et c'était un média aussi qui était beaucoup moins axé sur la réalisation, qui était beaucoup plus axé sur la collaboration dans l'écriture, donc qui était beaucoup moins bâti autour d'une personnalité, ce qui permettait à beaucoup plus de femmes d'exister dans ce milieu-là. Parce qu'il n'y a pas la notion de l'auteur aussi, à la télé, comme on la voit au cinéma, avec vraiment un culte de la personnalité du réalisateur, quoi. Ou du moins, il y avait pas ça jusqu'à récemment, quoi. En fait, c'est vrai que historiquement, il y a eu beaucoup de séries déjà très tôt, dans les années 50, qui laissaient leur place aux femmes. Il y a eu Mary Tyler Moore dans les années 70 et dans les années 50, c'était Lucille Ball. Les deux avaient leur propre série, elles étaient productrices et elles étaient actrices principales. Et en plus, les séries portaient leur nom. Donc c'était vraiment un package total construit autour de ces femmes-là, quelque chose qu'on a quand même beaucoup moins l'habitude de voir au cinéma jusqu'à récemment. Et par exemple, Mary Tyler Moore, donc dans les années 70, c'était notamment la première femme non mariée à la télé, qui était héroïne, c'est un peu triste, hein, mais... Et en plus, elle voulait pas se marier, elle voulait coucher avec plein de garçons, donc il y avait quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Et puis après, en 2005, il y a eu l'actrice Kirstie Alley qui a créé sa propre série qui s'appelait Fat Actress, donc ça veut dire actrice grosse, parce qu'elle en avait marre de pas trouver des rôles à Hollywood. Donc il y a vraiment une histoire de femmes qui reprennent un peu leur place à la télé parce que à Hollywood, notamment dans le monde du cinéma, elles ont pas réussi à trouver leur place. Oui, mais ça continue aujourd'hui avec l'ère de la PIC TV. On le voit très bien avec par exemple tout le travail qu'a fait Reese Witherspoon depuis quelques années à la télé. Elle produit elle-même les séries qu'elle fait. C'est des projets qui lui tiennent vraiment à cœur et c'est des projets, même si elle produit des choses au cinéma et tout ça, elle a vraiment vu que la télé était une plateforme très privilégiée pour pouvoir développer ses propres projets et pour pouvoir... rappel, c'est elle qui a produit Big Little Lies. Oui, qui produit The Morning Show maintenant, enfin bon, et qui va produire Little Fires Everywhere. Ouais. Mais enfin, il y a vraiment énormément... C'est vraiment une plateforme pour les créatrices pour exister et pour développer des personnages féminins complexes.
qu'on n'a pas forcément l'occasion de développer sur le grand écran, parce que sur le grand écran, on se demande qui va regarder ça. Alors qu'en plus, il faut le dire aussi, on l'a pas dit, c'est que la télé, ça a toujours été un média qui a été très regardé par les femmes et plus regardé par les femmes que par les hommes. Et du coup, il y a aussi ça, c'est-à-dire que c'est plus facile de vendre une série féminine et pour les femmes que de vendre un film féminin et pour les femmes à Hollywood. Ouais, en gros, la télévision a longtemps été perçue comme un art ménager, quoi, quelque chose qui était regardé par les femmes au foyer qui restaient chez elles, quoi. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'on se retrouve avec autant d'anti-héroïnes passionnantes à la télé, c'est parce que les femmes, de manière générale, peuvent exister beaucoup plus facilement à la télé, et donc on crée des personnages très divers de femmes, et notamment des anti-héroïnes. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a vraiment 2 types d'anti-héroïnes, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, c'est que il y a le premier type qui est un type qu'on a vraiment aucun problème à aimer, c'est-à-dire c'est un type qui fait carrément fantasmer aussi bien les femmes que les hommes. C'est un type d'anti-héroïne qui en règle générale a des attributs qui sont des attributs plus traditionnellement masculins. Pour en citer déjà Elizabeth Jennings dans The Americans, c'est une figure d'anti-héroïne qu'on découvre, c'est pas une femme parfaite, c'est pas une héroïne en telle quelle, elle est sociopathe, enfin c'est une mère très très compliquée quand même. Elle a une personnalité très froide, pas très aimante. Ouais. Voilà, et en plus elle tue des gens, c'est son travail. Et elle éprouve pas énormément d'émotions par rapport à ça, et elle est complètement embrigadée dans une idéologie, donc c'est vraiment pas un personnage, c'est pas un personnage héroïque, quoi. Mais c'est un personnage qui est très facile à aimer, parce que déjà, elle est badass, elle est hyper belle, elle s'habille bien, et elle a un côté vraiment fascinant, et parce que, moi je pense, elle a aussi des attributs qui sont des attributs qu'on attribue beaucoup plus aux hommes en règle générale, donc le côté froid, le côté un peu... La force physique. Oui, la force physique, le côté un peu... on a beaucoup plus l'habitude de voir des criminels masculins à la télé, et des criminels masculins qu'on érige en une espèce de héros, en espèce de figure héroïque ou anti-héroïque. C'est vraiment ça, Elizabeth Jennings. Oui, elle a des attributs masculins, et en même temps, elle est hyper badass, et en fait, quand on parle d'anti-héroïne, on pense souvent à ce genre de personnage. Il y a Elizabeth Jennings, mais il y a aussi Cersei dans Game of Thrones. Oui, Cersei qui est, quand même... Pareil. Qui est hyper forte, très froide, qui a un rôle de mère quand même un peu complexe comme Elizabeth Jennings, et qui a un côté guerrière qui la rend beaucoup plus proche d'un personnage masculin traditionnel que d'un personnage féminin. Et puis après, il y a aussi toutes les femmes badass au bureau. On a Alicia Florrick dans The Good Wife, on a Olivia Pope dans Scandal, Annalise Keating dans Murder. Ça, c'est vraiment des personnages de femmes, pareil, qui sont assez froides, qui sont toujours dans le contrôle, mais qui sont hyper bien sapées, qui gèrent... Surtout, elles sont belles, quoi. Elles sont toutes ultra belles, et traditionnellement belles. C'est-à-dire que Alicia Florrick, elle est toujours bien habillée, elle est belle, et elle fait fantasmer aussi bien les femmes qui regardent ça. C'est pas un personnage parfait, elle a un côté manipulateur. Son rapport avec ses enfants, encore une fois, et avec la maternité est très complexe, mais c'est hyper intéressant et c'est vraiment passionnant. C'est un personnage très riche, mais en même temps, c'est un personnage qui, quand on la voit, il y a un côté aspirationnel. C'est-à-dire qu'on a envie, moi, quand je vois Elizabeth Jennings ou quand je vois Alicia Florrick, j'ai envie d'être habillée comme elle, j'ai envie d'avoir... On a envie de leur ressembler. Voilà, exactement. Et non seulement nous, en tant que femmes, on a envie de leur ressembler, mais elles font fantasmer les hommes aussi. Elles font fantasmer le public masculin. Oui, en fait, c'est des anti-héroïnes, mais qui mettent pas tant mal à l'aise que ça, parce qu'en fait, c'est des canons de beauté absolus, et qu'elles sont dans un contrôle permanent qui est assez attirant, parce que on valorise beaucoup plus ces valeurs-là qui sont traditionnellement attribuées à la masculinité, de contrôle, de froideur, de distance, de stoïcisme, et ces personnages-là représentent parfaitement ça, et donc on n'a aucun problème à les aimer. Il y a aussi eu Fleabag récemment qui est un peu ce genre de personnage-là. Oui, qui est pas froide, elle est pas distante et tout ça, mais elle est vraiment, c'est vraiment une anti-héroïne dans le sens où c'est un personnage qui a énormément de problèmes, qui a fait des choses pas très belles forcément dans sa vie, qui le regrette beaucoup, qui utilise la sexualité pour régler ses problèmes, et qui a vraiment, donc c'est pas un personnage parfait du tout, et c'est un personnage très complexe, et c'est ça qui est fascinant chez elle, et c'est ça qui fait d'elle une anti-héroïne, mais en même temps, c'est une anti-héroïne, qu'on adore, quoi, et qu'on aspire à être, en fait, malgré tous ses défauts et malgré tout son bagage ultra lourd. Oui, puis ce que tu disais, c'est que, en fait, avec Fleabag, il y a un gouffre entre son apparence assez poche, très féminine, elle est grande, mince, elle est assez jolie, et sa manière de parler assez crue. Mais c'est ça qu'on aime, c'est-à-dire que si elle était moche et hyper vulgaire, voilà, dans sa manière d'être, ce serait repoussant. Mais là, en fait, elle a un côté tellement british, chic, qu'on accepte qu'elle ait des énormités qui sortent de sa bouche. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'elle peut se permettre, parce qu'elle est chic, parce qu'elle fait bourgeoise, parce qu'elle fait très britannique, parce qu'elle est
de dire des trucs que dans la bouche d'une autre femme, d'une femme plus vulgaire, seraient considérées comme repoussantes. Mais dans sa bouche à elle, ne le sont pas. On va écouter d'ailleurs un extrait de Fleabag dans lequel l'héroïne va chez une psy et elle lui explique de manière très décontractée qu'elle utilise le sexe pour combler son vide affectif. Donc c'est exactement ce dont on était en train de parler à l'instant. So why do you think your father suggested you come for counselling? I think because my mother died and he can't talk about it. And my sister and I didn't speak for a year because she thinks I tried to sleep with her husband. And because I spent most of my adult life using sex to deflect from the screaming void inside my empty heart. I'm good at this. Although I don't really do that anymore. And what have you found in your abstinence? Well, I'm very horny and your little scarf isn't helping. On l'aime tellement. Ah, tellement. Mon Dieu. Mais donc il y a cette catégorie d'héroïnes, comme tu disais, ou d'anti-héroïnes qui sont assez acceptables en fait par la majorité des téléspectateurs. Oui. Et il y en a une deuxième qui pour le coup sont plus repoussantes. Mais c'est ça, c'est-à-dire que la première catégorie est vraiment, appel au fantasme, alors que la deuxième est carrément antipathique, quoi, et repoussante vraiment. Ouais. La première qui a changé un peu ça, c'est Sex and the City que Emily Nussbaum, dont on parlait d'ailleurs dans l'épisode précédent, la critique américaine, elle a déclaré que Carrie Bradshaw, l'héroïne de Sex and the City, était en fait la première anti-héroïne de l'histoire de la télévision. Et ce qui est impressionnant avec Sex and the City, c'est que c'est des femmes qui sont très actives sexuellement, mais qui le sont d'une manière presque repoussante parce qu'elles sont très agressives. Elles ont une approche quasi consumériste du rapport sexuel. Donc là, on est en train d'entendre le générique de Sex and the City, un générique culte pour nous, parce que c'est sans doute la première série HBO qu'on a découvert quand on était... Oui, moi, quand j'entends le logo HBO qui s'affiche, c'est le premier truc que j'entends, c'est les notes du générique Sex and the City maintenant. Et ce qui est incroyable avec Sex and the City, c'est que c'est 4 personnages féminins qui au début sont à la fin de vingtaine, début de trentaine, au début de la série, et qui sont très actives sexuellement. Mais non seulement ça, elles le sont d'une manière qui est assez agressive, et en fait, elles ont une approche quasiment consumériste du sexe, où elles sont vraiment à la recherche de l'homme parfait, et donc elles en épuisent le plus possible pour trouver un peu la formule magique de ce que c'est un bon coup et ce que c'est un bon partenaire sexuel. Et puis elles ont une approche consumériste de tout, elles ont une approche consumériste de leur vie, du shopping, des hommes, elles parlent du sexe de façon ultra crue, au brunch devant tout le monde, et c'est vrai que pour le coup, chez Fleabag, c'est pas vulgaire parce qu'elle est britannique et qu'elle est chic, chez elle, ça le devient très très vite, et surtout de façon... c'est fun à regarder, hein, c'est vraiment très très fun à regarder, mais il y avait un truc où beaucoup de femmes se sont très vite identifiées et ça a libéré la parole chez beaucoup de femmes sur le sexe et sur leur vie intime, mais il y a beaucoup d'hommes que ça a vraiment repoussé. Ouais, notamment dans la presse à l'époque, c'est assez surprenant quand on regarde les critiques qui sont sorties lors des premières saisons. On sent qu'il y a un effet repoussoir chez les hommes qui étaient très énervés. Par exemple, en 1998, on a un critique du Washington Post qui écrit que Sarah Jessica Parker ressemble à un marché aux puces ambulant et que si elle est amoureuse de la caméra, elle ne l'aime pas. Donc c'est quand même assez violent. Et puis il y a un truc c'est gratuit, quoi. Oui, puis il y a un truc sur le physique encore une fois, c'est-à-dire que quand si une femme a une espèce de canon de beauté, après Sarah Jessica Parker, moi je la trouve très belle, mais elle a beaucoup été critiquée sur son physique. Et si ça a été un espèce de canon de beauté qui se comportait comme elle se comporte dans la série, ça serait pas passé pareil en fait, parce qu'il y aurait eu un niveau de fantasme beaucoup plus élevé autour d'elle, alors que là, elle était pas là pour plaire aux hommes en fait. Elle était là pour parler aux femmes. Ouais, notamment dans la manière dont elle s'habille, on sent que c'est vraiment, elle s'habille pas pour le male gaze, elle s'habille vraiment pour elle se sentir bien dans sa peau, dans ses fringues, donc elle porte des trucs un peu farfelus. Oui, pour exprimer sa créativité. Voilà, et qui sont traditionnellement assez repoussants pour les hommes qui comprennent pas pourquoi on porte des trucs qui ne seraient pas juste moulants en fait. Ouais. On a aussi un autre journaliste à l'époque de USA Today qui écrit « Peut-être que ces géniardes ne peuvent pas trouver de mecs géniaux parce qu'elles ne sont pas si géniales que ça elles-mêmes. » Voilà, donc encore une fois, un mec un peu énervé. Et il y a aussi un critique du New York Times qui les a même qualifiés de fées clochettes narcissiques. Donc on sent quand même beaucoup de sexisme dans la réception de cette série à l'époque. Et c'est ça qui est fou, c'est que juste parce que c'est des femmes qui parlent de manière très crue de sexe et qui sont imparfaites et qui sont, même en répondant à des canons de beauté, quand même, elles sont toutes blanches, minces, grandes, etc., qui ont quand même certaines aspérités, qui s'habillent pas comme on voudrait qu'elles s'habillent, etc., ça devient un truc, mais complètement inacceptable pour la critique masculine. Et je pense que c'est parce qu'en fait, elle représente justement là où les autres anti-héroïnes ont des caractéristiques qui sont assez masculines et assez cool. C'est un peu
comme le syndrome de la cool girl, hein, c'est-à-dire elles se comportent un peu de façon comme des hommes, mais tout en restant belles et attirantes. Là, celles-là, comme dans Sex and the City, elles ont vraiment tout ce qui représente les travers de la féminité dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire le côté superficiel, consumériste, le côté qui adore les chaussures, puis le côté elles parlent avec des voix un peu plus, des voix féminines en fait. Elles ont des voix fluettes, alors que par exemple quand on voit Elizabeth Jennings, elle a la voix grave. Enfin, c'est vrai que beaucoup de ces autres anti-héroïnes dont on parlait tout à l'heure ont un côté vachement plus cool et détaché, alors que elles ont une voix qui est juste féminine, quoi. Puis il y a un truc aussi, elles ont un côté beaucoup plus désespéré que les autres justement héroïnes dont on parlait avant, anti-héroïnes dont on parlait avant, parce que elles, pour le coup, elles sont désespérées de trouver l'amour, quoi. Et c'est le truc où, enfin, ça, même si la leçon de morale de la série, c'est leur amitié, c'est ça le plus important, elles vont quand même traverser des trucs où Carrie, enfin, son histoire avec Big, c'est vraiment pas un truc charmant, quoi. C'est un truc où elle est dans une relation abusive et elle est prête à traverser des années et des années de relations abusives avec ce mec, à tromper un mec qui est bien, spoiler alert, pour lui. Oui, c'est pas un conte de fées, en fait. C'est pas justement les héroïnes qu'on avait pu voir avant à la télévision où elles étaient célibataires, mais elles étaient charmantes, elles avaient vachement d'énergie et puis elles finissaient par trouver un mec bien, très gentil, respectueux. Là, plus la série avance, plus ça devient un peu un enfer où on voit que Carrie devient de plus en plus détestable à cause de sa relation avec Big, où elle devient obsessionnelle, elle devient assez égoïste. Oui, donc elle trahit des gens qui lui sont proches. Donc c'est une vision pas du tout idéalisée de la féminité, mais qui est en même temps réaliste. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'ont pas vraiment toléré à l'époque. Puis il y a un truc aussi, c'est qu'au début, elles ont, comme tu disais, entre 20 et 30 ans. Enfin, elles sont à la fin de la vingtaine, début de la trentaine. À la fin, quand même, elles ont la quarantaine, quoi. Et du coup, voir des femmes qui se posent toujours les mêmes questions, qui ont toujours pas les réponses et qui sont toujours un peu paumées dans leur vie à cet âge-là, ça passe beaucoup moins bien pour beaucoup de gens. Ouais. Et alors, il y en a une qui est apparue des années plus tard, mais qui est souvent qualifiée de l'héritière de Sex and the City. C'est Girls, évidemment, la série qui a été créée par Lena Dunham, toujours sur HBO. Et alors, cette série, elle va encore plus loin dans la déconstruction du sexe, parce qu'il y a des scènes de sexe très malaisantes. Et très aussi très, très crues. Et puis, dans la déconstruction du corps féminin, parce que autant les héroïnes de Sex and the City étaient, comme on le disait, quand même des canons de beauté, quoi. Même à l'âge de 38-40 ans, elles étaient assez sexy. Au moins au niveau physique, corporel. Ouais, voilà, elles étaient minces et donc traditionnellement la minceur est vue comme le premier signe de beauté, même si on n'est pas d'accord évidemment avec ça. Et en fait, Lena Dunham, elle arrive, c'est une actrice grosse qui se montre nue très souvent dans la série, de manière en plus pas toujours très flatteuse, et c'est comme si elle nous agressait visuellement pour mieux nous faire comprendre qu'il y a quelque chose derrière les corps et que ce qu'on voit, c'est pas juste un corps gros, c'est un corps qui peut être beau aussi à sa manière, qui peut être désiré, qui peut être attirant, et ça c'est incroyablement révolutionnaire. Ça a été bien reçu par beaucoup de gens à l'époque, mais je me souviens aussi des réactions de gens qui disaient j'ai pas envie de voir ça, quoi. Et enfin après quand tu questionnes ça, c'est là où tu vois toute la misogynie et toute la grossophobie qui est associée à ça. Pourquoi les gens disaient ça? C'était c'était enfin vraiment un syndrome de ça. En plus de ça, ce qu'il y a avec Anna Horvath quand même, c'est que comme les meufs de Sex and the City, elle a un côté assez superficiel, très égocentrique. C'est un peu une satire d'un personnage, enfin d'une jeune femme privilégiée blanche de Brooklyn qui veut être créative et qui veut être la voix de sa génération. C'est la blague qu'on dit toujours sur elle, mais c'est vraiment ce côté satirique qui a un peu été mal compris et qui a été mal reçu. Après aussi parce que bon, Lena Dunham, enfin faut dire ce qu'il y est, quoi. Oui, voilà, Lena Dunham, elle aide pas son cas parce qu'elle-même a fait pas mal de sorties problématiques. Elle est loin d'être une créatrice parfaite et appréciée, mais en fait, ce qui prouve un peu la misogynie de beaucoup de monde, c'est que il y a beaucoup de spectateurs qui étaient incapables de dissocier Lena Dunham, la créatrice, et Anna, le personnage qu'elle jouait, parce que les gens se disaient que c'était forcément elle qui se mettait en scène à l'écran et qui était incapable d'imaginer qu'elle-même avait fait exprès de rendre son personnage aussi insupportable que ça. Alors que quand on revoit la série aujourd'hui, c'est évident que elle veut que Anna nous énerve. C'est vraiment, il y a quelque chose de presque politique là-dedans. Elle nous montre une femme qui est détestable à plein de moments. Et d'ailleurs, on va entendre un extrait où Anna vient d'apprendre que sa meilleure amie Marnie a couché avec son ex. Et en fait, elle va voir Marnie, elle la confronte. Marnie s'excuse immédiatement. Et malgré ça, Anna continue à s'en prendre à elle de manière assez violente jusqu'à ce que Marnie se mette à pleurer. Et ça montre un peu à quel point elle peut être cruelle et détestable. That's not what makes somebody a good or a bad friend. What makes you a good friend is not doing something that you know will intentionally really hurt another person. And you did that, and you looked me in the eyes,
again and again, and you lied to me with your eyes, and you've said to me, by not saying anything, that you'd done nothing. So guess who's the bad friend? It's you. So why don't you just say who's a good friend and who's a bad friend? I think we know. Okay, fine. I'm not a good friend. Thank you. I don't even care. We could keep being friends just as long as you know you're a bad one. Donc c'est vraiment exceptionnel parce qu'elle est détestable, mais c'est hyper drôle, quoi. Ouais, c'est et il y a un côté très libérateur dans le fait de voir ces personnages féminins imparfaits, parce qu'on se dit, bah moi aussi parfois en fait j'ai des réactions qui sont assez laides, qui sont assez repoussantes quand je suis énervée, et il y a un côté catharsis en fait de voir un personnage aussi mauvais et de se dire, bah oui en fait ça existe aussi, il y a pas que des femmes parfaites à l'écran. Puis même c'est un truc qui remet en question aussi nos propres préjugés et nos propres vision de la féminité, de ce qu'une femme doit être, comment une femme doit se représenter dans la société et dans la culture. Et enfin moi, ça m'a fait du bien de voir une série comme ça qui me faisait faire face à mes propres contradictions et à mes propres préjugés en fait. Oui, et puis honnêtement, moi avant Girls, je n'avais jamais vu une femme grosse qui exposait son corps de telle manière à la télévision, et ça a été radical pour moi en fait, parce que plus tu la vois, plus tu te rends compte qu'en fait, Lena Dunham, elle est quand même très jolie. Et il y a un truc vraiment très militant dans la manière dont elle met en scène son corps, qui a été révolutionnaire et qui a déplu à beaucoup de monde. Mm-hmm. Mais on se dit que quand ça suscite autant de haine, c'est parce qu'elle doit quand même faire quelque chose qui fonctionne, quoi. Oui, bah oui. Et ensuite, il y en a eu d'autres dans l'hissaire, évidemment. Il y a eu Unlightened. Unlightened, on en avait parlé, mais c'est vraiment, c'est un peu la même chose, où c'est quand même un personnage qui est, c'est une satire, c'est une comédie et il y a un aspect satirique, et c'est vraiment une personne qui est censée, un personnage qui est censé nous énerver en fait, et nous irriter, et ça marche. Oui, ça marche. Mais en même temps, là, quelque chose de très touchant et de très vulnérable, donc c'est émouvant de regarder ça. Ouais. Il y en a eu d'autres aussi qui ont essayé de déconstruire pas forcément le corps féminin ou la sexualité comme l'ont fait Sex and the City et Girls, mais qui se sont plus attaqués à la vision de la maternité, qui nous ont montré que une mère parfaite, ça n'existe pas, et que en fait on peut être mère de plein de manières différentes, et surtout que être mère en fait c'est essayer de joindre les deux bouts et de s'en sortir pour beaucoup de gens. Il y a notamment Better Things qui a été créé par Pamela Adlon, qui montre une mère qui est assez riche, elle est actrice, elle vit à Hollywood, mais qui a 3 filles qui sont insupportables parce qu'elles sont toutes à peu près autour de l'âge de l'adolescence, donc elle lui demande beaucoup d'attention, et en fait parfois elle en a marre, quoi. Elle a pas envie de répondre à leurs appels au téléphone, parfois pour se moquer d'elle, elle leur fait manger un oignon cru, donc voilà, elle leur fait des blagues parfois un peu cruelles, quoi, et on sent qu'elle prend un plaisir vraiment jouissif à faire souffrir ses filles parfois. Mais ça décomplexe aussi sur le fait que voilà, la mère parfaite sainte n'existe pas forcément. Et il y a aussi eu Smilf, créé par Frankie Shaw, où là c'est carrément repoussant. C'est une mère qui a eu son fils très jeune, qui vit dans un studio qui est assez sale, qui est pas du tout sexy comme les appartements new-yorkais qu'on peut voir dans beaucoup de séries, qui se balade tout le temps en jogging, qui est jamais coiffée parce que juste elle a pas le temps en fait. Et donc il y a vraiment un côté assez repoussant dans cette série, mais aussi très décomplexant et révolutionnaire de voir une mère qui n'est pas riche, qui n'a pas le temps de s'apprêter, qui s'en fout de comment on la regarde physiquement et qui essaye juste de joindre les deux bouts avec son fils. C'est vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire, quoi. Ouais. Et puis il y a un autre personnage de mère qu'on est obligé de mentionner, c'est Betty Draper. Betty Draper, qui est pas l'héroïne de la série, qui est même pas la première, personnage féminin de sa série, ça c'est Peggy Olson. On parle de Mad Men, pour être clair. Betty Draper, qui est vraiment un personnage qui a un côté, pour le coup, qui physiquement ça répond à tous les codes de l'époque. C'est vraiment, on la compare à Grace Kelly dans toutes les scènes, quoi. Elle est magnifique, mais qui psychologiquement et moralement au début est vraiment repoussante. C'est-à-dire, c'est une mauvaise mère, très clairement. Mais en même temps, elle est en train, elle fait avec ce qu'elle a, quoi. Elle est équipée, et elle essaie. Mais avec Sally, les trucs qu'elle lui sort, elle développe des complexes chez sa fille. Elle est violente, elle la gifle. Elle la gifle. Et une des premières scènes où on la voit, c'est Sally qui a un sac en plastique sur la tête, et sa mère, au lieu de lui dire enlève le sac en plastique sur la tête, tu vas t'étouffer, lui dit j'espère que tu n'as pas enlevé ça à la robe qui était en haut, parce que c'est ça sa première préoccupation. Et c'est quelqu'un de très superficiel, d'extrêmement égocentrique, qui est obsédé par son apparence, mais qui est très immature aussi. Très très immature. Elle est complètement restée au stade de l'enfance, et elle est passée de la supervision de son père à la supervision de son mari, et elle a un côté vraiment, et c'est un truc que la série étudie, mais au final,
Enfin, Betty Draper, c'est vraiment le personnage le plus tragique de Mad Men. Et elle a une trajectoire tellement triste, mais en même temps tellement représentative un peu de l'époque dans laquelle elle a évolué. C'est-à-dire qu'au début, on la déteste, et vraiment beaucoup de gens la détestaient dans les premières saisons de Mad Men. Et puis progressivement, on se rend compte, parce que la série est bien écrite et nous le montre très bien, que si elle est comme ça, c'est parce qu'on lui a jamais permis d'être autre chose, quoi. Qu'on l'a infantilisée toute sa vie, donc forcément elle est immature, qu'elle avait des rêves, elle avait envie d'être mannequin, elle avait envie d'avoir une carrière, mais on lui a jamais permis. En fait, elle a décidé que se marier, ce serait beaucoup plus simple, parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque, dans les années 50. Elle a jamais appris à être mère, parce que elle est encore elle-même petite fille dans sa tête, donc elle sait pas comment gérer des enfants. Et en fait, ça devient vraiment bouleversant de voir qu'elle a été tellement limitée dans sa vie qu'elle a pas eu d'autre option que de devenir cette personne assez odieuse et cruelle et froide, quoi. Non, mais on a l'impression que c'est vraiment une espèce de génération sacrifiée, parce qu'elle représente ça, parce que elle est pas aussi jeune que Peggy, et elle est vraiment encore dans la génération qui reste dans cette espèce de carcan très traditionnel. Et en fait, au final, surtout, elle représente beaucoup plus de femmes, je pense, de son époque que Peggy, même si Peggy représente toute une flopée de femmes qui étaient ambitieuses, qui commençaient dans le marché du travail et qui ont eu plus d'opportunités professionnelles que celles qui étaient nées ne serait-ce que 5 ou 6 ans avant, quoi. Exactement. Et surtout, Betty, elle représente vraiment plusieurs générations de femmes, en fait, qui ont été limitées au statut de mère et d'épouse. Et qu'on a du mal parfois on a du mal à supporter certaines de leurs névroses quand on les voit à la télé, ou quand on voit Betty, la façon dont elle se comporte. Elle fait casse-couille, en fait, Betty. C'est vraiment, c'est ça. Enfin, t'as envie de lui dire, arrête d'emmerder tout. Mais voilà, elle est représentée comme ça, parce que, en gros, dès qu'elle se plaint, on est là, bah, c'est bon, ça va, pourquoi tu te plains, alors qu'en vrai, elle a raison. Ça. Et la série, là où elle est brillante, c'est qu'elle montre vraiment, la tragédie de Betty Draper. Alors, Marie, parmi toutes ces femmes antipathiques, est-ce qu'il y en a une qui a un peu challengé tes idées préconçues sur la féminité ou sur la manière dont on voit les femmes à la télé? Je pense qu'au final, moi, ça a été Betty, hein. Enfin, on vient d'en parler, mais c'est parce que, justement, je pense que j'avais pas mal de jugements sur peut-être les femmes au foyer, ou je sais pas, les femmes d'une certaine génération qui représentaient des idées très très traditionnelles et très conservatrices de la féminité et de la maternité. Et en fait, voir un personnage comme Betty Draper m'a fait me rendre compte de la façon dont elles ont été elles-mêmes conditionnées, quoi. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec Betty, c'est qu'elle représente un peu tout ce que les féministes détestent. Oui, bien sûr. Et parce qu'elle se... Non, puis elle est hyper misogyne, Betty, hein. C'est la pire ennemie des femmes, hein. Enfin, c'est ça qui est... Ouais. Et en fait, on se rend compte, même en tant que féministe, au fil de la série, que elle a peut-être une raison d'être comme ça. Oui, quoi. C'est vraiment un appel à l'empathie, quoi. Où on se dit, c'est très beau. Moi, je pense que, comme je le disais, Girls a vraiment révolutionné ma vision du corps féminin, et je suis très reconnaissante à Lena Dunham pour ça. Mais moi, c'est vraiment Sex and the City que j'ai vu quand j'étais encore gamine, en fait. Enfin, j'étais à peine au collège, quoi, quand j'ai commencé à regarder ça sur M6 en cachette. Désolée, maman. Et notamment Samantha Jones, qui est la plus libérée sexuellement des 4 héroïnes. J'ai trouvé ça révolutionnaire de voir une femme qui voulait consommer le sexe de cette manière, qui ne s'en excusait jamais, qui le revendiquait de manière presque militante, et qui disait il y a d'autres manières d'être pour une femme que celle de juste la gentille partenaire qui est là pour son mec. On peut avoir envie d'être célibataire et d'avoir juste des gens avec qui on couche. On peut avoir envie d'avoir une sexualité débridée tout en étant amoureuse. Enfin, vraiment, elle a... je pense, planter beaucoup de graines, parce que évidemment j'étais trop petite pour me poser autant de questions quand je l'ai regardée, mais je pense que je lui dois beaucoup de mon féminisme à Samantha Jones. Donc voilà, merci Samantha. Pour finir, Marie, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine ? Cette semaine, on s'échappe à l'ère de la PIC TV et au déferlement de nouvelles séries, et on se replonge dans une ancienne. On vous en a parlé ici, c'est Mad Men. On se lassera jamais, en fait. Mad Men, je sais pas si on doit encore la présenter, mais c'est une série sur l'univers de la publicité dans les années 50-60, surtout fin des années 50 et toutes les années 60 à New York. Mais surtout, c'est une série sur la déchéance d'un personnage, c'est celle de Don Draper, qui commence vraiment au top du top. Ouais, et qui représente l'idéal masculin de cette époque, quoi. En parallèle, on voit l'ascension de Peggy Olson, qui elle représente une nouvelle génération justement de femmes indépendantes et ambitieuses. Et c'est pas pour rien que le premier épisode commence avec son premier jour, parce que c'est vraiment son histoire aussi à elle. On a l'impression qu'à la base c'est l'histoire de Don Draper, mais c'est l'histoire des deux, en fait. C'est une superbe série féministe. C'est vraiment pour toutes les deux une de nos séries préférées. Ouais. Et c'est un peu aussi la base de notre amitié avec Buffy. Voilà, donc on vous invite vraiment à revoir Mad Men. Il me semble que c'est toujours sur Netflix. Et vraiment, si vous avez l'occasion, regardez, c'est une des meilleures séries de tous les temps. On vous le s'en lasse jamais. C'était PIC TV. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs.
PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, nous contacter sur les réseaux sociaux ou à pictvnewsletter@gmail.com pour nous dire qu'on est génial, nous envoyer un courrier des fans, déclaration d'amour, on prend demande tout ce en que vous mariage. avez. Voilà, demande en mariage. Voilà, donc écrivez-nous, on a envie de savoir ce que vous pensez de cette émission, ce que vous pensez des séries dont on a parlé, donc vraiment, on attend vos retours. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines.